Nous voilà donc arrivés à la toute dernière séance du cours de mécanique des fluides et transferts. Pour répondre à certains de mes collègues un peu taquins qui me disent « Oui, tout ça !» et à la fin, ils ne savent même pas résoudre, calculer les pertes de charge dans un tuyau. Eh bien, pour répondre à cette interpellation, nous allons, dans cette dernière séance de mécanique des fluides, calculer les pertes de charge et même le transfert de chaleur dans une conduite. Alors, on considère donc un tuyau, pilou, de section évidemment circulaire, voilà. Et donc, le tuyau, il se présente comme ça, voilà le tuyau ici. Si je regarde dans la longueur comme ça, voilà. Il a une longueur de 10 mètres. On lui a mis un rayon de 5 cm. Et on va faire passer de l'air, et on va avoir un écoulement turbulent. Ah oui, donc le profil de vitesse comme ça, il sera ici relativement pas parabolique, mais plus rempli, avec évidemment des petites perturbations qui viennent comme ça par le pilou. Voilà les petites perturbations turbulentes comme ça. Et ce qu'on veut calculer, c'est le gradient de pression, hein, la force ici nécessaire, le dP dx, pour faire avancer le fluide, sachant qu'évidemment, les contraintes sur les parois, le T-wall va s'opposer à ce gradient de pression et va empêcher l'avancée de mon fluide. Alors, pour faire concret, on a mis de l'air. Et de l'air, on a mis des propriétés matérielles, et il faut donc calculer, tout d'abord, il faut calculer il faut calculer la masse volumique de l'air et on sait que l'air est un gaz dit idéal. Donc on prend la pression, on la divise par R, la constante du gaz, fois la température. Alors attention, la constante du gaz, on l'obtient comme R, la constante des gaz divisée par la masse moléculaire de l'air. Et donc ici, on a les petites données sur le tableau. Le R de gaz, ça c'est 8,314. Celui-là, c'est 2,99 10-2. Et donc, cette quantité-ci, cela fait globalement, c'est la constante de l'air du gaz, c'est 287,1 joules, yépidou, si, par des kilos Kelvin. Il faut évidemment prendre la température en Kelvin, ça c'est 293 Kelvin, parce qu'on a mis de l'air à 20 degrés Celsius, c'est dans l'énoncé. Et la pression atmosphérique, la pression atmosphérique, évidemment, ça vaut... vous avez Wikipédia est ton ami, ça fait 101 325 pascal. Et ça te donne la pression atmosphérique. Alors tu fais l'algèbre, et quand tu fais l'algèbre, si tu ne fais pas trop d'imbécilité, tu vas obtenir que le ρ est égal à 1,204 kg par mètre cube. Bon, j'espère que tu as fait ça et que tu as obtenu la bonne réponse. Après, tu peux calculer la viscosité cinématique, qui est définie évidemment comme mu divisé par ρ. Oui, parce que Grégoire, il aime bien la viscosité cinématique, quand il fait ses petits calculs et dans ses formules. Donc, on va lui calculer. Ça, c'est 1,5, 10 exposant moins 5 mètres carrés par seconde. Et on a fait la première partie du TP, on a obtenu la masse volumique de l'air et la viscosité cinématique de l'air, et on observe ses propriétés bien aimées. Et tu as obtenu ça, et tu vois, ce n'est pas un calcul bien compliqué, mais tu notes que, évidemment, ça donne des valeurs numériques exactes. Donc maintenant, on va vraiment pouvoir considérer du vrai air dans une vraie conduite. On fait plus un truc avec des équations dérivées partielles comme ça, des machins
qui ne servent à nourrir que les enseignants qui les enseignent, on fait un vrai problème d'ingénieur. Bah, alors, quand tu as un vrai problème d'ingénieur, les mécaniciens des fluides, ce qu'ils aiment bien, c'est calculer les nombres adimensionnels. Alors la première chose que tu vas calculer, c'est le nombre de Reynolds. Et le nombre de Reynolds, c'est donné comme quoi? Ben, comme la vitesse moyenne de l'écoulement, et ça fait partie de l'énoncé. On a dit, on va parler de 50 mètres secondes, de diamètre de la conduite, le diamètre de la conduite, ça, c'était 5 cm, donc ça nous fait 5, 10 exposants moins 2 mètres, et on divise tout, pilou, 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 par la viscosité cinématique de l'air qu'on vient de calculer. Voilà, voilà, et ça, ben, c'est un petit chiffre, c'est 1,5, si je ne m'abuse, non, ouais, 1,5, 10 exposants moins 5 mètres carrés par seconde. Tu notes bien que le nombre de Reynolds que je calcule est adimensionnel, et quand tu fais ce petit calcul, pilou, 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 bon, c'est pas très compliqué, tu vas trouver exactement, ah ouais, alors là, je l'ai fait juste avant, 166 609, bon, ce qu'on pourrait écrire quand même plus exactement comme 1,7, 10 exposants 5. Ça, c'est vachement turbulent. Hein? C'est turbulent, évidemment. Donc, on a un écoulement turbulent. Ça veut dire quand même que on va faire un vrai problème turbulent en conduite. Alors, qu'est-ce qu'on peut calculer également? Ben, on peut calculer le nombre de Prandtl, parce que dans les corrélations de Grégoire, souvent, il y a des nombres de Prandtl. Alors, le Prandtl, ben, ça c'est facile, c'est nu sur alpha, ce qu'on peut écrire comme mu Cp sur K, et toutes ces données étaient fournies, et quand tu calcules ça, tu vas trouver de manière assez classique que le Prandtl de l'air vaut 0,7. Alors, ce qu'on demande aussi, c'est de calculer le nombre d'équerres. Alors, le nombre d'équerres, c'est utile pour savoir si la dissipation visqueuse, tu sais, la chaleur provoquée par le frottement de l'air, quand il se déplace dans le fluide, l'air entre lui, hein, les couches d'air qui se frottent entre eux, est-ce que c'est important? Alors, on peut calculer ça, et l'équerre, c'est égal à la vitesse moyenne au carré sur le Cp, la température moyenne du fluide, moins la température à la paroi. Et on a supposé que la température à la paroi était que le monde extérieur était froid, donc c'est de l'air chaud dans le truc. Celui-là, on a dit que c'était 10 degrés Celsius, et celui-là, c'était 20 degrés Celsius. Ok? Et donc, on veut calculer ça. Alors, si le nombre d'équerres, tu vois, c'est une énergie cinétique sur une énergie interne, alors on pourrait mettre un facteur 2, ou on pourrait ne pas mettre un facteur 2, mais on n'a pas mis de facteur 2 dans les notes de cours, et puis c'est comme ça, et de toute façon, c'est la manière habituelle de définir le nombre d'équerres. Donc, tu définis le nombre d'équerres comme ça, et quand tu définis le nombre d'équerres comme ça, tu le calcules, et tu trouves exactement qu'il vaut 0,25. Et comme on observe que l'équerre est égal à 0,25, que le produit Équerre-Prandtl, qui est parfois aussi important, il est égal encore à plus petit, puisque lui, il vaut 0,176. Est-ce qu'ils sont très petits par rapport à 1? Bah, ils sont petits, mais c'est pas assez petit. Donc, on va dire que la dissipation visqueuse est faible. Faut bien écrire ça, Gabet, tu te concentres, hein, est faible. Mais pas totalement négligeable. Alors, la question qu'on pourrait aussi se poser, est-ce que c'est légitime de considérer cet écoulement comme un écoulement incompressible? Pour faire ça, on calcule le nombre de Mach. Et on calcule le nombre de Mach. Et le nombre de Mach, c'est la vitesse de l'écoulement, U bar M,
divisé par la vitesse du son. Et la vitesse du son dans l'air, on l'obtient comme gamma. Gamma, le rapport de CP sur CV, fois R star qu'on vient de calculer, fois la température moyenne. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient une valeur qui vaut approximativement 0,14. Bon, on se dit, à ce stade-là de l'exposé, les effets compressibles semblent modestes. Et donc, on va considérer un écoulement incompressible. Tu vas me dire peut-être que c'est pas tout à fait exact. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Ok? Donc, on a obtenu les nombres adimensionnels, on a obtenu le Reynolds, le Prandtl, les Hertz, le nombre de Mach. Et maintenant, on va faire une petite étape supplémentaire dans notre calcul. Mais ça, c'est l'épisode suivant.